Allez, bonjour, merci d'être là avec nous sur Boursorama. Comme chaque semaine, ça vaut le coup. Ici, c'est l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on parle de la saison des assemblées générales qui s'ouvre. Bonjour Louisa. Bonjour. Louisa Flores, bon, votre conviction, c'est que les investisseurs, plus que jamais, doivent y participer. Mais tous les ans, il faut y participer, il faut faire valoir ses droits. Cette année, c'est une année très particulière. Des raisons. La première, on va parler de plus en plus du climat dans les assemblées générales. Et deux, on a la crise en Ukraine qui remet le débat de l'énergie et de l'indépendance énergétique sur la table. Ouais. Et on rappelle que le droit de vote, évidemment, c'est le levier, encore une fois, pour faire valoir ces droits d'actionnaires. Actionnaires qui sont de plus en plus consultés sur beaucoup de sujets, d'ailleurs. On a toujours été consultés. Maintenant, les investisseurs n'exercent pas toujours leurs droits. Et donc, il faut absolument, et de manière systématique, exercer ces droits de vote. Surtout quand on veut être un investisseur responsable, c'est ouais. ça. Bon. C'est un levier très important pour faire valoir ses convictions, non seulement sur la gouvernance, mais sur le social et sur l'environnemental. Ouais. Et en quoi ce contexte de guerre, encore une fois, en Ukraine, va mettre une tension additionnelle, particulière sur ces assemblées générales? Tous ces sujets seront évoqués ou pas? Faisons un peu le contexte. Ouais. Depuis toujours, les actionnaires sont consultés sur les comptes, sur les nominations des administrateurs, sur les auditeurs, etc. Mais depuis 2-3 ans, sur les rémunérations, depuis 2-3 ans, on commence à être consulté sur les climats, sur les stratégies climatiques des entreprises. C'est ce qu'on appelle du Say on Climate. Donc, c'est une résolution qui demande aux investisseurs, aux actionnaires, de donner un avis sur ces plans climatiques. De manière consultative. De manière consultative, exactement. Donc, maintenant, pourquoi c'est important? Parce que c'est là où on va valider la stratégie climatique d'une entreprise. On va dire, oui, je suis d'accord. Et c'est une stratégie qui va normalement jusqu'à 2050. Or, on se rend compte que ces stratégies, parfois, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas robustes et que ça manque un peu plus d'exigence pour atteindre la neutralité carbone. Donc, dans le contexte actuel, il faut qu'on soit toujours exigeant, toujours transparent et demander une information importante, complète de la part de l'entreprise. D'autant que cette guerre, effectivement, Louisa, nous rappelle notre grande dépendance aux énergies fossiles, notamment les hydrocarbures russes. Donc, quelque part, sur ces sujets environnementaux, les assemblées générales sont encore plus importantes cette année? Sont importantes et surtout, ce qu'on a prévu de faire cette année, c'est de publier les critères qui vont nous conduire à voter pour ou contre, ce qui est une première. Donc, on va dire, il y a 3 critères importants. Tout d'abord, il faut que l'entreprise affiche une baisse des réductions des émissions en valeur absolue pour atteindre une neutralité carbone. Première chose. Pourquoi ce n'est pas le cas en général, c'est en relatif? C'est en relatif. Relatif par rapport à quoi d'ailleurs? À la croissance, au chiffre d'affaires, à des indicateurs que parfois vous ne pouvez pas comprendre en fait comment ils vont atteindre cette neutralité carbone en 2050. Deuxième objectif important, il faut que cette baisse d'émissions couvre toutes les émissions de l'entreprise, ce qu'on appelle des émissions directes et indirectes, et dans un jargon un petit peu plus climatique, on parle des scopes 1, 2 et 3. Souvent, on a les scopes 1, les scopes 2, mais les scopes 3... les scopes 1, 2 et 3. Donc, les scopes 1, c'est tout ce qui est émissions directes, générées par l'entreprise sur son site de production. Ouais. Les émissions indirectes, elles sont regroupées dans 2 scopes, les scopes 2 et les scopes 3. Les scopes 2, c'est... les chauffages, l'électricité, donc c'est vraiment mon fournisseur d'électricité qui va me fournir ces scopes 2. Donc si je suis branché à du nucléaire, mes émissions de CO2 sont liées à mon fournisseur d'électricité. Et le 3, ce sont les clients. Et les 3, c'est l'amont et l'aval. C'est soit les cultivateurs, si je suis une entreprise agricole, soit c'est le client en aval, donc c'est lui qui conduit la voiture, c'est lui qui utilise de l'essence, c'est lui les avions qui vont utiliser du kérosène. Donc c'est clair que le scope 3, c'est le plus compliqué parce que l'entreprise ne les contrôle pas, ne les maîtrise pas. Mais pourtant, il est quand même responsable. Ouais. Je pense aux actionnaires qui nous regardent, qui peut-être auront envie de voter en Assemblée Générale. Comment savoir si ces plans climat, encore une fois, sont crédibles et ambitieux? Vous le disiez, donc des baisses des émissions absolues. CO2 en valeur absolue. Quoi d'autre? 2, couvrir tous les 3 scopes, donc émissions directes autant que faire se peut. Et indirectes. Voilà. Et 3, il faut que ces plans de décarbonisation soient crédibles, voire alignés avec des données scientifiques. Qu'on puisse prouver qu'on va atteindre évidemment une neutralité à 2050. Donc ça, c'est 3 critères, je dirais, minimum. En fait, si on n'a pas ça,
Il faut, Et on l'a pas en général, au travers des AG passés? Les années précédentes, on ne les a pas eu. On n'a pas eu les Scope 3, on n'a pas eu par exemple une baisse des émissions en absolu, on n'a pas eu un certificat comme quoi cette baisse des émissions s'est alignée avec la science. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment être plus exigeant. Et je pense qu'aujourd'hui, valider un plan ou une résolution climatique en disant c'est une bonne chose sans regarder le contenu, je pense que ça va être très nuisible pour l'économie. Si tant est d'ailleurs que la direction se saisisse du vote aussi, ils se disent en fonction, voilà, si c'est approuvé ou pas, comment après d'ailleurs, qu'en fait de la direction après du vote, hein. On a vu parfois sur des rémunérations, les actionnaires étaient contre et pour autant ça ne faisait pas toujours bouger les lignes, hein. Ce qu'on va aussi publier dans notre politique de vote, c'est justement utiliser d'autres leviers. Ce n'est pas seulement voter contre une résolution climatique. Ça peut aussi nous conduire à voter contre la nomination d'un administrateur, voter contre la rémunération d'un patron, pour lui faire savoir que la stratégie climatique, c'est un axe structurant et qu'il ne faut pas non seulement nous traiter comme si c'était quelque chose de réducteur, mais que ça touche à toute la stratégie. Donc si on vote contre d'autres résolutions pour montrer cette insatisfaction, ça peut envoyer un message plus fort. Ouais, et puis l'entreprise, notamment, qui doit aussi accompagner cette baisse des émissions de CO2 par de l'investissement. Ça, c'est la preuve de sa bonne volonté, de sa crédibilité, avec des chiffres détaillés sur, je ne sais pas, 3 ans, 5 ans. Exactement, c'est ce qu'on appelle les CAPEX. C'est voir comment ces CAPEX, ces nouvelles dépenses d'investissement de l'entreprise, vont accompagner la décarbonisation. Mais les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est de la seule manière qu'on va voir que ces plans sont crédibles, parce que c'est très bien d'annoncer des baisses des objectifs, mais si on ne voit pas des investissements qui vont avec, on comprendra, on saura que vraiment le plan il n'est pas solide à long terme. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Louisa Flores. Merci Louisa. Merci. Allez, ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.